CFTM, la station d'ici. Donné perdant, Pierre Bourque et son équipe plantent le RCM de Jean Doré. Un vent soufflé qui a balayé la ville. Quand la Ligue nationale accroche ses patins, la presse sportive est mise en échec. On essaie à tous les jours de trouver la nouvelle importante. Alexandre Daigle, l'homme de 12 millions, s'offre un séjour toutes dépenses payées dans le hockey junior. Je suis pas arrivé là avec mon gun, j'ai dit « Hey, donnez-moi 12 millions ». Et le chemin de croix politique de Jean Charest ou comment faire renaître le Parti conservateur de ses cendres. Bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de l'événement. Il y a 2 semaines, sur ce plateau, vous vous en souvenez probablement, nous avons eu droit à un débat féroce entre les candidats à la mairie de Montréal. Pierre Bourque avait rugi et gratigné Jérôme Choquette. Bref, il voulait faire la preuve que le tendre horticulteur pouvait aussi être un coriace politicien. Les commentateurs, nous les premiers, dans les minutes qui ont suivi le débat, annonçaient la mort du candidat Bourque, dont les fusibles avaient, semble-t-il, sauté ce soir-là. Le reste de l'histoire, vous la connaissez. Les Montréalais ont massivement choisi Pierre Bourque et nous, les journalistes, on a eu l'air un peu cornichons. Pierre Bourque sera avec nous dans quelques instants, mais avant toute chose, Sylvain Drapeau rappelle les événements. Probablement la victoire la plus surprenante des dernières années en politique. Ce n'est pas l'élection de Pierre Bourque qui a surpris, c'est l'ampleur de sa victoire. Est-ce qu'il la doit à sa campagne électorale? Sûrement pas. Au terme de celle-ci, les éditorialistes ont conclu qu'il fallait accorder une 3e chance à Jean Doré. Mais ils n'ont convaincu personne. C'est une belle leçon d'humilité qu'on a reçue dimanche soir. M. Bourque a perdu les batailles dans les débats. Il a été le grand perdant des débats, sauf qu'il y avait, et on l'a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a peut-être minimisé au cours des derniers mois, mais la vague de fond, la grogne contre Jean Doré était beaucoup plus forte que les maladresses que pouvait faire M. Bourque. Mais la vague anti-Doré n'apparaissait sur aucun radar. Le RCM n'a rien vu venir. Il n'y a personne qui a senti ça. Au niveau des chiffres, je veux dire, c'était les mêmes perceptions que les sondages. Je vous dis, dans nos pointages, c'était pas clair comme ça. Les élections municipales sont les plus difficiles à sonder. En fin de campagne, Doré et Bourque étaient à égalité, avec une participation de 60% des électeurs. En réalité, 46% ont voté. Les résultats étaient faussés. Évidemment, plus le taux de votation sera faible, plus ça va favoriser l'élection de Bourque. Mais ça, c'est un peu le plus loin qu'on puisse aller. Les insatisfaits ont donc voté en masse. Cela dit, rendons à César ce qui lui appartient. La machine de Vision Montréal a pris une bonne longueur d'avance sur le RCM qui s'est réveillé beaucoup trop tard. Sur le terrain, on est parti pour les candidats, pour leur degré de notoriété, pour ceux qui n'étaient pas connus, un peu tard. Pourtant, l'image projetée par Jean Doré est apparue plus sereine que celle de Pierre Bourque. Là-dessus, tout le monde s'est trompé, à commencer par les spécialistes de l'image. Moi, je pense qu'il y a eu une image au départ, et c'est cette image-là qu'on a oubliée. C'était l'image de là, quelques mois où est-ce que Pierre Bourque était le grand jardinier, l'homme à projet, l'homme qui faisait rêver. Je trouve que ce qu'on commence à oublier dans les campagnes électorales, c'est la difficulté entre un candidat qui a à défendre son bilan, qui a donc une hypothèque très très lourde, et quelqu'un qui arrive, frais, nouveau, neutre, et qui tout à coup arrive et peut faire rêver. Monsieur Bourque, s'il vous plaît. Il y a 3 millions. C'est la réalité des faits. Messieurs. C'était il y a 2 semaines. Trop agressif, Pierre Bourque venait peut-être de perdre les élections. C'était l'avis de plusieurs qui ont conclu un peu trop vite. J'ai l'impression que les éditorialistes et les médias sont un peu en décalage avec la population. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Merci. Mais disons-le, c'est presque rafraîchissant de voir qu'il existe encore des élections où on ne peut prévoir d'avance le gagnant. Hélas, dans le cas des élections municipales, cela ne semble pas inciter davantage les électeurs à voter. Sylvain Drapeau pour l'événement. Mais avec nous, l'homme de l'heure, Pierre Bourque, le maire élu. Vous serez maire de Plainpied demain. Bonsoir, M. Bourque. Bonsoir. Re-bienvenue
Ça a été houleux ce soir-là, hein? Oui, mais ça n'a pas été aussi grave qu'on en a parlé. C'était un peu houleux, mais c'est... Et vous, comment avez-vous trouvé cette expérience? Parce que quand vous êtes sorti, je ne dirais pas que vous étiez déconfié, mais on sentait que ça avait été très fébrile. C'était plutôt l'impact médiatique après qui était plus fébrile pour nous que l'événement même du débat. Est-ce que pour vous, il y a un plan de match ce soir-là? Est-ce que vous veniez pour faire la preuve que vous étiez aussi quelqu'un qui avait de la poigne? Parce que ça, ce soir-là, vous en avez fait la démonstration avec force énergie, hein? Peut-être. Il y a aussi le fait que c'était le 17e débat, puis le 17e débat, je veux dire, il faudrait quand même mettre un peu plus de force là, dans celui-là. Là. Des regrets? Non, parce que regardez le résultat après. C'était quand même une semaine difficile pour moi, surtout les premiers jours de la semaine, jusqu'au mercredi, jeudi. Le jeudi, j'ai senti que tout revenait normal. Là, je vous retrouve plus calme, comme vous avez connu pendant la campagne. Il reste que cette semaine-là, vous parliez de l'impact médiatique. Est-ce que vous n'avez pas craint à un moment donné que ça puisse être un événement qui ferait tourner le vent? À chaque fois qu'il arrivait, il y en est arrivé quand même plusieurs durant cette campagne, des problèmes médiatiques, si on peut s'exprimer ici. J'allais tout le temps sur le terrain. Je retournais voir les gens, je retournais dans les rues, je retournais voir les personnes dans les résidences. Et c'est là que je retrouvais ma force, au fond. Je rechargeais mes batteries, parce que sur le terrain, il n'y avait pas de modification à l'espèce d'affection que les gens me manifestaient. Puis au parti, je sentais ça sans arrêt jusqu'au dimanche. Lors du vote, j'étais quand même aussi... Avez-vous été inquiet? On est toujours inquiet, vous savez. On est toujours inquiet. Puis d'ailleurs, avant d'aller au local le dimanche soir, je suis allé dans mon quartier, je suis allé dans Marie-Victorin. Et j'ai attendu les résultats là. Puis c'était extraordinaire. Le premier vote est arrivé 80-20, ensuite 120. Là, je me suis dit, maintenant, j'en ai attendu 20 bureaux de scrutin. J'étais un peu euphorique. Bon. Et là, je suis allé au local et là, j'ai dit, voilà, ça va marcher. Mais fermons le dossier débat, si vous voulez, parce que la réalité, c'est que l'avenir commence pour vous demain. Voilà. Sur cette dernière question, est-ce que c'est quand même une facette du personnage qu'on ne soupçonnait pas qui s'est révélée là, c'est-à-dire une capacité à prendre le taureau par les cornes? Bien, je pense que les gens... Est-ce qu'on vous sous-estimait à cet égard-là? Je pense que vous savez, à partir du moment où j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai travaillé très fort dans ma carrière, les gens le savent. Les Montréalais me connaissent puisqu'ils m'ont fait confiance. Et je pense qu'ils savent que je suis capable de travailler très fort et je suis capable aussi de décision. Je pense qu'ils ont besoin d'un homme qui est capable de décider, qui écoute aussi, mais qui est capable de décider. Mais vous parlez d'écoute. Ce que je vous demandais, en fait, c'est quand on vous a découvert presque agressif, est-ce que c'est quand même une composante de la personnalité qu'on ne soupçonnait pas? Ben, c'est pas dans mon tempérament d'être agressif, non, c'est évident. Bon. Parlons de l'avenir, alors. Parlons de ce qui se passe à compter de demain. Monsieur le maire, est-ce que Montréal va être une ville qui sera différente, où on se sentira, est-ce qu'on sentira les choses différemment à compter de mardi? Je pense que oui. Comment? L'impact, premièrement, les gens sont très contents. Et ça me touche beaucoup parce que les gens sur la rue, les milliers de gens, les centaines de personnes que j'ai rencontrées, croisées, sont contents. Il y a un vent de changement qui est dans l'air. Il y a beaucoup d'espoir qui vient de notre élection, de notre parti, de notre vision. Et ces espoirs-là ne doivent pas être déçus. Mais c'est un capital mince, hein? C'est évident parce que actuellement, la situation financière est difficile. Mais à partir du moment où on a des projets, qu'on va travailler fort, qu'on va rester près des Montréalais, qu'on va rester, si vous voulez, très, très près d'eux, dans chacun des quartiers, qu'on va être à l'écoute des Montréalais, puis qu'on va arriver à assainir les dépenses, qu'on va simplifier l'administration, qu'on va réaliser ce on s'est engagé de faire. Vous allez voir, je pense que les gens ne seront pas déçus. On va sentir la différence. Mais vous l'avez dit vous-même, la situation financière n'est pas facile. D'ailleurs, il y a eu une évolution dans le discours la semaine dernière. Après votre première rencontre avec M. Doré, vous disiez, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Vendredi, fin de journée, il y aurait un manque à gagner de 100 millions de dollars. Est-ce que vous êtes en train de vous dégager de la marge de manœuvre par rapport à vos promesses? Là? Non, parce que les chiffres, je ne les ai pas vus avant vendredi après-midi, 4 heures. Parce que c'est là qu'on m'a mis les chiffres devant moi. Est-ce que ça vous permettrait de revenir sur certaines promesses, ce manque à gagner? Non, ça va nous obliger de travailler plus fort parce qu'il nous laisse, l'ancienne administration, un trou de 105 000. Je veux dire, c'est quand même, il faut le faire. 105 millions. 105 millions, pardon. Plus une possibilité, eux, recommandaient encore une augmentation de taxes qui est complètement aberrante. Est-ce qu'on peut récapituler ce que sera donc la réalité de votre administration, puisqu'on n'est plus aux promesses, on est à l'application? Alors là, il y a un manque à gagner de 105 millions qui ne devrait rien changer. Alors, sur taxe, vous l'abolissez. Exact. Ça disparaît. Millions, oui. En deux ans. C'est ça. Les coupes de 100 millions que vous avez promis, vous maintenez le programme malgré le manque à gagner. Exact. Pas d'augmentation des taxes. Exact. Pas de changement dans la qualité des services. Exact.
Puis une ville plus belle. Exact. Si dans 4 ans, après avoir dit exact à tout ça, c'était pas au rendez-vous, je reste chez nous. On vous prend au mot, là. Ah oui, c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, lors de l'émission, de fameuse émission du dimanche, c'est ce que j'avais dit. Vous avez même dit que si la pauvreté n'était pas abolie... C'était ça qui était le plus important comme message, non pas l'altercation avec mes amis d'en face de l'époque. C'était ça qui était important pour moi. Les enjeux sont là, les enjeux. Les enjeux, c'est la pauvreté à Montréal. Les enjeux, c'est la relance économique, la simplification, c'est de changer le style de gestion de l'hôtel de ville. Et ça va commencer cette semaine. Demain, je serai assermenté. Lundi après-midi, je rencontre les hauts fonctionnaires pour la première fois. Jeudi, je vais convoquer le conseil pour procéder aux nominations, aux recommandations du comité exécutif. Et on va se mettre au travail. Avez-vous fait vos choix pour le conseil exécutif? Absolument, oui. Donc, vous connaissez ceux qui seront appelés. Exact. Est-ce qu'eux se connaissent? Ils se connaissent individuellement, oui. Est-ce que vous avez des scoops pour nous, au moins une idée, là? Non. Une idée, c'est que vous allez être surpris encore. Bon, juste de la surprise avec l'administration Bourque. Vous avez aussi dit quelque chose d'important, il nous reste une minute, que vous alliez préparer Montréal pour se présenter devant les portes de l'an 2000 avec l'énergie, la force, la vitalité qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment sera Montréal aux portes de l'an 2000? Bon, je pense que c'est une ville qui va recouvrer sa prospérité. Actuellement, on est dans la phase, je pense, la plus pénible, la plus difficile. Et les ressources des Montréalais vont nous permettre de changer de cap, de changer de direction. L'allègement qu'on va faire de la fonction publique va nous aider. Et on va demander aux gens d'investir dans Montréal, de croire à Montréal, aux citoyens de s'impliquer, de changer des comportements. Et donc, c'est une démocratisation réelle qui va prendre place à Montréal. Monsieur Bourque, je vous arrête là-dessus. Je vous souhaite bonne chance pour demain. Restez à côté. On va maintenant faire un petit saut à la salle des nouvelles pour y rejoindre Jacques Moisan qui nous présente les grands titres de l'actualité. On revient tout de suite après avec notre dossier sur l'impact économique qu'entraîne le lockout dans la Ligue nationale de hockey, puis une entrevue avec Alexandre Daigle. Oui, bien alors, dans les nouvelles, le congrès de l'aile québécoise du Parti conservateur, ça avait lieu à Montréal en fin de semaine. Les militants ont décidé que le prochain chef devra être élu au suffrage universel des membres. Les conservateurs ont bien l'intention, par ailleurs, de s'impliquer dans la prochaine campagne référendaire au Québec, mais aux côtés de Daniel Johnson, pas question de Jean Chrétien. J'espère, Jean, qu'on ne te verra pas sur une tribune à la suite de d'autres faire l'accolade à Jean Chrétien et lui donner la main avec le grand sourire. J'espère qu'on va pouvoir, comme conservateurs, avoir notre propre tribune. Jean Charest profitera justement de la campagne référendaire pour faire la promotion de son option, la souveraineté partagée. Hier, TVA annonçait que le fédéral ne paierait pas plus que 30 millions pour un nouveau traversier aux îles de la Madeleine. À ce prix-là, au mieux, on pourrait se payer un traversier usagé. Donc, pas de contrat pour le chantier MEL Davy à Lauson, qui est déjà à court de commande. 300 travailleurs doivent être mis à pied vendredi prochain. Cependant, le syndicat et les promoteurs pour la survie de l'entreprise n'ont pas l'intention d'abandonner. Une dispute dans un bar de la banlieue de Québec a mal tourné. Une danseuse a tué une de ses compagnes de travail à coups de couteau. Et puis à Sarajevo, les Serbes ont attaqué à la roquette l'hôtel où habitent des journalistes et des membres d'organismes internationaux. Les casques bleus français ont riposté. Il n'y a eu qu'un blessé léger. Alors, de retour à l'événement dans un instant, un reportage sur Alexandre Daigle, vedette de la Ligue nationale de hockey, au travail, mais chez les juniors. Quant à nous, on se retrouve à 23h. À plus tard. La nouvelle Mercury Mystique se conduit comme aucune autre voiture dans sa classe. Car c'est la seule de cette classe dotée de l'antipatinage à toutes les vitesses. C'est aussi la seule voiture de sa classe dotée d'un moteur Duratec V6 qui lui permet de rouler pendant 160 000 km avant sa première mise au point. La Mercury Mystique n'est donc pas seulement première de classe. En fait, elle est dans une classe à part. La nouvelle Mercury Mystique, le nouvel âge de l'automobile. Une chevelure d'apparence plus saine et plus brillante, c'est possible avec Pantene Pro V. Nos provitamines pénètrent dans la racine, tandis que notre formule revitalisante embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, essayez Pantene aujourd'hui. Vous voulez une recette vraiment facile? Parlez-en à Carol Chudley, pâtissière professionnelle. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Délice, chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Ça, c'est moi avant. Il me fallait plusieurs nettoyants pour ma salle de bain. Il n'y en avait pas un pour tout faire le travail comme il faut. Mais aujourd'hui... Il y a Monsieur Net Salle de Bain. Il s'accroche à la saleté jusqu'à ce que tout soit propre. Ici, une pellicule et là, des traces. Avec Monsieur Net Salle de Bain, ça brille. Il nettoie à grandeur. Aucune trace d'eau sur le chrome. Et mon plancher reluit. Ça, c'est brillant. Monsieur Net Salle de Bain.
nettoie si net que ça brille. Il y a plusieurs années, nous sommes venus de France avec quelques-unes des meilleures recettes de jambon à l'ancienne. Nous les appelons Tour Eiffel, car on y retrouve la France dans chaque bouchée. Aujourd'hui, le jambon fermier Tour Eiffel contient 40% moins de sel que dans notre jambon de campagne et 1 seul gramme de gras par tranche de 60 grammes. Essayez notre jambon fermier et nos autres jambons Tour Eiffel comme le Forêt Noir et le Parisien et retrouvez la France dans chaque bouchée. Certaines des innovations les plus sophistiquées en matière de sécurité sont maintenant contenues dans cet élégant nécessaire de voyage. La nouvelle 960 de Volvo. C'est la grande vente de fermeture du super entrepôt de chaussures Charles David. À cause de sérieux problèmes financiers, le super entrepôt de chaussures Charles David ferme ses portes. Profitez-en pour vous procurer des chaussures, des bottes, des valises et sacs à main à des prix ridicules. Jusqu'à 3 millions de marchandises à écouler. Des réductions allant jusqu'à 69%. Oui, 69%. Du jamais vu à Montréal. Premier arrivé, premier servi. Le super entrepôt de chaussures Charles David. 4900 Chantalon-Ouest et 5942 des Grandes Prairies à Saint-Léonard. Ça fait maintenant 6 semaines que les activités de la Ligue nationale de hockey sont paralysées par un conflit de travail, puis les chances d'arriver à un règlement diminuent à mesure que le temps passe. Quand un conflit comme celui-là éclate, les effets ne tardent pas à se faire sentir. Parlez-en aux commerçants établis près du Forum de Montréal ou encore près du Colisée de Québec. Des effets qui se font aussi sentir dans les médias pour qui le baseball ou le hockey sont souvent synonymes de codes d'écoute élevés, de tirages plus importants, bref, de revenus non négligeables, comme l'a constaté Louis Beauchamp. Kovalov moves on Stevens. Pass to the Chino, he scores! Wheels will score! And he scores! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! Quand la Ligue nationale de hockey a mis fin à ses activités pour la pause estivale, personne n'osait croire alors que l'ouverture de la saison 94-95 serait reportée indéfiniment, qu'elle risquait même d'être annulée. Et pourtant, ça fait 6 semaines que ça dure, que les arénas sont vides et que les vestiaires, habituellement très animés en novembre, sont déserts. Alors qu'il devrait être dans le feu de l'action, l'entraîneur adjoint Charles Tifo passe ses journées à visionner les bandes vidéo des matchs de la saison dernière qui serviront à préparer la relève du Canadien, un travail qu'il effectue habituellement pendant la saison morte. Il avoue que le conflit commence à lui peser lourd. Donc, ça fait une situation qui n'est pas tellement agréable. Également, on rencontre plein de gens. Lorsqu'ils nous reconnaissent, bien là, ils nous demandent quand est-ce que ça va se régler, qu'est-ce qui va arriver. Donc, nous, on en sait effectivement pas beaucoup plus que ce qu'on lit dans les médias. Et puis, à un moment donné, ça fait une atmosphère qui est plus ou moins agréable à vivre. Maintenant, mon cher ami Carbone. Pour les médias aussi, le coup est dur à encaisser. Avec 3 heures d'antenne à remplir chaque jour, il devient difficile de garder l'intérêt des auditeurs quand on n'a rien à se mettre sous la dent. C'est sûrement de plus en plus difficile, bien entendu, mais on essaie à tous les jours de trouver la nouvelle importante, de trouver des dossiers importants. D'ailleurs, la grève du baseball majeur et le lockout au hockey pourrait bien faire mal paraître une émission comme celle des amateurs de sport lors de la publication des sondages d'automne qui ont justement été réalisés en octobre. Tout le mois d'octobre aurait été un mois où il n'y a pas eu de hockey ni de baseball, alors qu'on aurait pu être dans un début de saison impliquant le Canadien, du renouveau chez les Nordiques et peut-être nos expos en série mondiale ou à tout le moins en série de championnat parce qu'ils menaient déjà par 6 matchs et demi, 7 matchs sur les Braves d'Atlanta. Alors ça aurait pu faire de CKC peut-être une station de 900 000, 1 million d'auditeurs. Il n'y a pas que la radio qui souffre de la crise qui secoue le sport professionnel. La télévision, actuellement, est privée de revenus importants générés par la présentation des matchs de hockey. En remplaçant la soirée du hockey par des reprises de la série Lancez-Compte, Radio-Canada a perdu 465 000 téléspectateurs par rapport à la même date l'an dernier. Une perte importante, surtout qu'elle se fait chez les hommes âgés de 18 à 49 ans, une clientèle déjà difficile à rejoindre pour les annonceurs qui, pour l'instant, préfèrent attendre l'issue du conflit avant d'investir plus d'argent en publicité.
Et quand on regarde où sont allés ces hommes-là, il y en a 35 qui se replacent sur les autres réseaux, donc TVA, TQS ou Radio-Québec, mais il reste un 65 qui n'est pas revenu en télévision, donc qui est ailleurs. Donc ces hommes-là ont trouvé d'autres activités. Mais la situation, si elle devait se prolonger, risque de faire encore plus mal aux télédiffuseurs spécialisés, comme le Réseau des sports, qui avait vu sa part de marché passer de 4 à 7 % avec la fièvre du baseball. Les séquelles de tout ça, évidemment, se feront peut-être sentir beaucoup plus tard, c'est-à-dire lorsque viendra le temps de renouveler des gros contrats commerciaux et tout. Ce lockout affecte aussi les journaux qui consacrent beaucoup d'espace au hockey. À cause du conflit, le quotidien de Gazette, par exemple, vend 3500 copies de moins par jour. Plus discret sur les chiffres, on peut quand même penser que l'impact est encore plus important au Journal de Montréal, pour qui le hockey est en quelque sorte la matière première. C'est certain que ça a un impact négatif parce que le Journal de Montréal, c'est la Bible du hockey. Je veux dire, la moitié de nos pages est réservée au sport, puis le hockey a toujours eu une couverture énorme. Cela dit, le conflit ne fait pas que des perdants. En l'absence du hockey de la Ligue nationale, les médias se voient donc forcés d'accorder une plus grande place aux autres sports ou organisations, comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il s'est vendu 43 000 billets de plus qu'à pareille date l'an dernier, un succès que l'on attribue en grande partie au conflit dans la Ligue nationale de hockey. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça semble vrai pour la Ligue junior majeure de hockey. On en parlait dans le reportage tout à l'heure, qui depuis le lockout dans la Ligue nationale remporte un succès sans précédent. Plus tôt cette semaine, je suis allé à Victoriaville rencontrer Alexandre Daigle, un millionnaire du hockey qui est retourné jouer avec son ancienne équipe junior. Alexandre Daigle, bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que tu es revenu à tes anciennes amours, Victoriaville, le hockey junior. Oui. Les anciennes amours, je pense que c'est la seule alternative qui restait pour moi de jouer au hockey. Mais c'est toute une marche, hein? C'est une marche. Dans le sens de... C'est un retour en arrière, là. Ça se compare pas. Tu peux pas comparer les deux. C'est incroyable la différence de calibre qu'il y a entre les deux. Mais premièrement, dans le junior, le joueur de 20 ans ou de 19 ans, il va quitter le junior s'il est vraiment bon. Fait que ça laisse de la place à beaucoup de jeunes. Fait que c'est juste des recrues maintenant. Je connais plus un joueur. Qu'est-ce que ça fait d'avoir goûté la Ligue nationale pendant suffisamment de temps pour que ça soit bon, de revenir à son ancienne équipe? Ben, c'était plate. Au début, je me disais, on ne disait pas que ça allait durer ce temps-là. On disait, ça va durer une semaine ou deux, ça va tout se régler. Toi, tu pensais que le conflit... Là, ben, tout le monde pensait ça, d'ailleurs. Je pense que personne n'a prévu le coup, que ce soit nous, que ce soit les journalistes, que ce soit n'importe qui est relié de près ou de loin au hockey. Je pensais jamais que ça allait durer ce temps-là. Fait que je me disais pas que ça allait me manquer, mais maintenant, depuis que je suis ici, là, c'est pas la même chose. Là. Avant, c'était le gros traveling, la grosse affaire, mais là, tu reviens down to earth. Dangereusement, hein? Dangereusement, oui. Du skydiving, pas de parachute. Combien par semaine le salaire d'un joueur dans la Ligue junior? Ça marche par étapes. 16-17 ans, c'est 35 $. Puis 18-40, moi, je suis rendu à 50 maintenant. 50 $? Oui. Par semaine? Oui. Plus une allocation de repas de combien, tu me dis? C'est 80 par semaine. Ils nous payent notre pension qui vit avec une famille, de ta petite chambre. Puis, comme c'était pendant 2 ans. Par rapport à un salaire de combien par année avec les sénateurs si tu jouais cette année? Si je jouais cette année, c'était 1,5 million. 1,5 million. Fait que finalement, c'était un manque à gagner de 1 400 000 et des poussières. Très bon calcul. 499 000 même et des poussières. Ouais. Méchante perte. Grosse perte. Très, très grosse perte. Puis c'était un manque à gagner que je ne referai plus non plus. Là. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que, tu sais, pour moi, au moins, je suis jeune, j'ai 19 ans. Et pour le gars qui a 30 ans, qui est à sa dernière année ou année d'option, peut-être que l'équipe ne le signera pas l'an prochain. Puis c'est un gros manque à gagner. Ça te fait mal au cœur, ça? Ça fait mal au cœur parce que j'ai un de mes amis qui est pris avec ce système-là maintenant. Fait que, tu vois ça aller, c'est dommage, mais c'est le droit du hockey. Un des éléments majeurs du conflit, c'est le plafond salarial. Le plafond salarial, entre autres, pour les recrues. Et souvent, quand on parle de ce qui a amené le conflit, on dit, regardez Alexandre Daigle, il n'avait pas encore chaussé les patins dans la Ligue nationale. Il signait un contrat de 12 millions de $. Il est un peu devenu le bouc émissaire. Ouais. Est-ce que tu le sens comme ça? Parce que ça a été souvent rappelé, là. Moi, je me sens comme ça, oui et non. Tu sais, je suis pas arrivé là avec mon gun, j'ai dit, hey, donnez-moi 12 millions. Je suis arrivé là, j'ai signé avant le repêchage. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun accro dans mon salaire. La chose qui arrive, c'est de l'ambition de tous les propriétaires. Les propriétaires veulent que ce joueur-là vont payer. Mais ça ne le dérange pas si l'autre ne sera pas capable de le payer. Fait que,
Puis en plus... Tu t'es senti coupable à un moment donné? Non, parce que quand Eric Lindros est arrivé dans la Ligue nationale, il a commandé 3 500 000. Fait que je me considérais moins bon. Fait que tu sais, tu t'évalues selon qu'est-ce qu'un autre a eu. Mais c'est sûr qu'il y a trop qui sont ambitionnés, puis maintenant c'est plus contrôlable. Tu sais, la vraie vie, c'est les bulletins de sport qui commencent à la télévision avec 0 but, 0 passe, Alexandre Daigle ce soir. Et après sa question, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu l'as entendu, ça? Ah, je l'entends quotidiennement. Si, mettons, je fais 3 buts un soir... ici à Victoriaville aussi, c'est pire, là. Ah, ça commence là-dessus. Ils disent pas les Tigres ont perdu, ils vont dire Alexandre Daigle n'a pas marqué. Mais tu sais, c'est... C'est une pression épouvantable. Ah, mais j'ai décidé d'être un joueur de hockey, là. Je commencerai pas à critiquer là, toutes les choses qui vont arriver, là. C'est une pression que j'ai décidé de vivre, puis... Ça t'achale, toi, des fois? Oui, ça m'achale, c'est sûr que ça m'achale un petit peu, mais j'ai arrêté de lire les journaux et j'écoute pas la télé. Je couche avant. Après ton émission. Trop dur à encaisser? Non, pas trop dur à encaisser, mais tu sais, quand tu peux te passer dans... Parce que pour les relations publiques, on voit que tu es capable de marquer les points. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu peux l'améliorer. Mais aimerais-tu ça être meilleur? Aurais-tu voulu être meilleur? La première saison? Oui. Ah, ben c'est évident. Faire une entrée plus fracassante, là. C'est évident. De dire à tout le monde, voyez, là, je l'ai mérité, mon salaire. C'est évident. As-tu des regrets par rapport à ça? Ben, des regrets. Pas que je vive toujours dans le regret. Chance, hein? On ne donne pas cette année la chance de faire des preuves non plus. Ben, c'est une autre affaire, mais pas toujours des regrets. Je me dis, l'année prochaine, ça va mieux marcher. Si je vis toujours dans le regret, hey, j'ai pas réussi. Non, t'oublies ça, puis tu repars. Puis c'est une autre saison. Tu essaies de ressortir toujours des points positifs de ce qui t'est arrivé. Je pense que j'ai connu une saison que j'ai appris beaucoup. J'ai voyagé, j'ai vu comment que la vie d'un joueur de hockey professionnel se vivait. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas évident, ça. T'as besoin de beaucoup de repos, t'as besoin de toutes sortes de choses, d'une bonne alimentation, puis tout ça mis ensemble, c'est que je connais, puis je sais où je m'en vais. Puis c'est sûr que cette année, ça va être meilleur, puis dans 2 ans, meilleur. D'une certaine façon, le retour aux juniors, est-ce que c'est pas une chance, c'est-à-dire de venir te rappeler ce que c'était avant de retourner jouer dans la Ligue nationale plus tard? Une chance. Ben, si tu comme je te dis, il faut toujours tu regardes les points positifs, c'est excellent. Parce que, là, premièrement, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas présentement. Quand tu as 26-27 ans, quand tu es au top de ta carrière, c'est peut-être pas une grosse coche, mais quand tu as 18-19 ans, puis tu as juste connu une Ligue nationale, tu as beaucoup de choses à apprendre. Puis c'est en jouant que tu apprends. Ici, je vais jouer 70 matchs, si la saison ne se continue pas, bien sûr. Puis ensuite, tu as les playoffs. J'ai une chance d'aller à la Coupe Memorial, j'ai une chance de faire plein de choses. Fait que ça donne une autre expérience. Il va y avoir le championnat du monde. Fait que plus que j'ai un background d'expérience, plus que je joue, plus que je m'améliore, mieux que je vais être dessinateur, c'est évident. Est-ce qu'il y avait un risque que tu t'encrasses comme joueur de hockey de ne pas jouer là, cette année? Ah, mais c'est sûr, c'est le risque de tous les joueurs présentement. Tu l'as senti, toi, quand en crasse, c'est sûr que tu vas... La machine n'est pas aussi performante. Ouais, c'est sûr que tu vas reprendre après un certain nombre de temps, tu vas rejouer. Mais tout le monde sait quand même se délie les muscles, ils jouent quand même. Mais c'est jamais un top niveau. C'est sûr que ça va prendre un certain temps avant qu'on reprenne toute la shape d'hockey. En 10 secondes, comment ils trouvent ça, tes collègues juniors, de jouer avec une étoile de la Ligue nationale? Je pense qu'ils le prennent bien, puis c'est excellent, parce qu'ils réalisent que... Pas de blague, il n'y a pas de jalousie. Ils ne te regardent pas, genre, il ne viendra pas nous faire la barbe, lui. Dans mon équipe, non, je pense que tout le monde est content. On était à Halifax, il y avait 8000 personnes, le building était plein. La deuxième journée, il y en avait 6-7 000. Fait qu'ils comprennent, il y a plein de monde. Les arénas sont bondées, fait que c'est excellent pour eux. Alexandre, il y a l'arbitre qui vient de siffler, on arrête là-dessus. On s'en va? OK. Merci. Plaisir. Au retour de la pause, la moitié du caucus conservateur aux communes se retrouve dans nos studios. Jean Charest restera là. Fermez les yeux et rêvez. Vous regardez une émission vedette de TVA. Puis là, un de vos artistes préférés vous appelle et vous vous envolez sur les ailes d'Air Canada au Club Couples de Jamaïque. N'oubliez pas, pour gagner, il faut appeler. Mon père me l'a toujours dit. T'as beau avoir de la gueule, mon gars, tu dois quand même livrer de la marchandise. Eh bien, croyez-moi, derrière cette gueule de vrai camion se cachent les moteurs les plus féroces de tous les pick-up au pays. Et je dois ajouter que les Dodge Ram sont bâtis pour batailler solide pendant des années et des années. Sans compter qu'avec l'arrivée du Club Cab, Dodge aligne aujourd'hui un trio imbattable. Les camions Dodge Ram. Une gueule à tout casser. Une vraie gueule de Tremblay, hein, Pat? Voici les tarifs aériens les plus bas jamais vus. Présentez votre carte, accumulez des 1000 Air Miles en prime durant l'offre 1000 Extra et obtenez un vol gratuit plus rapidement. Dès maintenant, accumulez des centaines de 1000 Air Miles en prime et obtenez un vol gratuit.
Mais faites vite, ou vous risquez de rater la sortie. L'offre 1000 Extra Air Miles se termine bientôt. Ça, c'est moi avant. Il me fallait plusieurs nettoyants pour ma salle de bain. Il n'y en avait pas un pour tout faire le travail comme il faut. Mais aujourd'hui... Il y a Monsieur Net Salle de Bain. Il s'accroche à la saleté jusqu'à ce que tout soit propre. Ici, une pellicule et là, des traces. Avec Monsieur Net Salle de Bain, ça brille. Il nettoie à grandeur. Aucune trace d'eau sur le chrome. Et mon plancher reluit. Ça, c'est brillant. Monsieur Net Salle de Bain. Nettoie si net que ça brille. Verser le même verre de jus d'orange 30 fois. Ça fait partie du travail de ce qu'on appelle mes modèles en publicité. C'est pour ça que je dois prendre soin de mes mains. Et aujourd'hui, je fais la vaisselle sans gants, les mains nues. Heureusement, c'est Ivory. Mais malheureusement, Ivory est probablement trop doux pour s'attaquer à ce gras-là. Tiens, la graisse s'en va. Est-ce que vous avez filmé ça? J'ai toujours su qu'Ivory était doux. Mais là, vous avez vu, hein? Il est dur pour la graisse. N'hésitez plus entre un produit doux pour les mains et un autre dur pour la graisse. Choisissez Ivory et attaquez-vous à la graisse les mains nues. Elle descend en droite ligne des grandes berlines de luxe à habitacle avancé Chrysler. Son élégance fougueuse soulève l'admiration. Son luxe abordable provoque l'étonnement. La nouvelle Chrysler Cirrus. Le plaisir de vivre la tête dans les nuages et les deux pieds sur terre. Se lèvent, où les peuples se voisinent. Canadiens facilitent vos déplacements d'un bout à l'autre de la Terre. Après la dégelée électorale de l'automne dernier et les effluves de scandales qui ont fait la une des journaux il y a maintenant quelques semaines, le Parti conservateur du Canada a entrepris de se refaire une jeunesse et pourquoi pas aussi une virginité. À la tête des troupes, Jean Charest, qui était d'ailleurs à Montréal cette fin de semaine pour prêcher la bonne parole aux militants québécois. La route vers la reconquête du pouvoir sera longue et marquée surtout par un détour référendaire obligé pour le jeune chef conservateur. Jean Charest répondra à nos questions dans quelques instants, mais d'abord, voyons ce qu'a préparé Normand Réon. En politique, tout est affaire de calcul. Ainsi, Daniel Johnson, chef libéral provincial du Québec, et Jean Chrétien, chef libéral canadien, comptent utiliser Jean Charest, un adversaire, pour faire prévaloir le point de vue fédéraliste lors du référendum à venir. En revanche, le chef conservateur par intérim compte se servir de la campagne référendaire pour damer le pion au premier ministre Chrétien et devenir un symbole légitime du fédéralisme au Québec. Avec ce statut, espère-t-il, à moins qu'il ne rêve, les conservateurs pourraient avoir des chances de reprendre le pouvoir à Ottawa. Moi, mon ambition, ce serait effectivement d'être chef au moment où nous allons nous engager dans la prochaine élection générale. Pour le moment, le Parti conservateur, c'est 2 députés aux communes. C'est aussi 55 sénateurs dans une chambre qui en compte 104. Le PC, c'est une dette de 5 700 000 $. C'est aussi un parti, ce qui en reste, dont le siège social ne peut même pas dire combien il compte de membres. Officiellement, on nous explique que les associations de comté contrôlent les adhésions et qu'il n'y a pas de compilation provinciale ou canadienne. Par expérience, parce que je l'ai vécu. Politicien relativement jeune, à 36 ans, Jean Charest n'en a pas moins l'expérience pour comprendre que l'avenir des conservateurs est bien difficile. Avec la montée de d'autres partis sur l'échiquier politique, nous devons reconnaître à tout prix que personne ne peut espérer remporter une victoire électorale par défaut. Le député de Sherbrooke a bien compris que s'il veut revenir ici en grande pompe, il ne doit pas seulement remettre sur pied un parti qui a subi la pire défaite électorale de son histoire. Son défi le plus ardu consiste à récupérer la clientèle politique qui a déserté les conservateurs au profit du Bloc québécois et du Reform Party. Au Québec, la sympathie pour les conservateurs tenait au beau risque qu'ils incarnaient dans le dossier constitutionnel. Mais les échecs répétés ont annihilé la coalition grâce à laquelle Brian Mulroney avait mené le PC au pouvoir en 1984 et ensuite en 1988.
Jean Charest mise sur une défaite des souverainistes au référendum envisagé par ces derniers pour l'an prochain. Ensuite, croit-il, il pourrait courtiser les nationalistes du Québec, imitant ainsi la recette gagnante de l'ami Bryan. C'est dans cette perspective qu'il a évoqué le mois dernier la notion de souveraineté partagée. C'est pas de la théorie. Un scénario qui peut marcher si le passé ne vient pas hanter le nouveau chef conservateur. Le passé, c'est le rapport Charest qui, en 1990, proposait en quelque sorte 2 douzaines d'amendements à l'entente du lac Meech, notamment un encadrement du concept de société distincte. Le rapport Charest avait suscité une forte réaction négative du gouvernement du Québec d'alors, mais en contrepartie avait ravi ceux qui, depuis le début, avaient voulu diluer les 5 conditions constitutionnelles posées par le Québec. Pourquoi faire ce pays-là? Il ne marche pas, ce pays-là. Le rapport Charest avait aussi suscité, sinon précipité, la démission de Lucien Bouchard du cabinet conservateur. Ce rapport accrédite à peu près toutes les tentatives des ennemis de l'accord du lac Meech pour le diluer et asséner le coup de grâce au Québec. On peut penser que cette controverse est disparue dans les limbes de l'amnésie collective, puisque, en ce moment, la popularité de Jean Charest voisine celle de Lucien Bouchard. Read what Preston Manning has to say. Au Canada anglais, c'est au Reform Party qu'il doit tenter de reprendre la base politique que les conservateurs ont perdue. Ici, le leader Tory ne parle pas de souveraineté partagée. Il doit plutôt porter l'odieux de 9 ans de pouvoir à Ottawa, de 84 à 93. I hope that you guys don't even get a sniff of getting back in the party. You're not going to get my vote, I can assure you. Des années perdues, disent les vrais conservateurs, déçus que la dette publique fédérale n'ait pas été diminuée. Un reportage de Normand Réaume pour l'événement. Avec nous, le chef conservateur, Jean Charest, qui a passé le week-end, je le disais un peu plus tôt, à Montréal, en compagnie de 500 militants du parti. Oui. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci. Ça va? Oui, ça va bien. Vous avez l'air en forme? Oui, on est en grande forme, d'autant plus qu'on a eu une réunion en fin de semaine qui réunissait plus de 500 militants et militantes et beaucoup de jeunes, et c'est donc reparti. En écoutant le reportage de mon collègue Réaume, il expliquait en partie qu'un des paris que vous devrez faire, c'est de récupérer une partie de la clientèle que Brian Mulroney avait réussi à fédérer au Parti conservateur. Aujourd'hui, est-ce que Brian Mulroney est un boulet pour vous? Le passé est-il un boulet, un peu comme il a semblé l'être le passé, un boulet pour Daniel Johnson avec Robert Bourassa? Moi, ma réponse est assez simple. La réponse est non, pour la raison suivante, c'est que tout s'est décidé il y a plus d'1 an, au moment de l'élection générale, au moment où les gens ont rendu une décision très dure, eu égard au Parti conservateur. Malgré ça, on a eu plus de votes. Il y a 2,1 millions de personnes qui ont voté pour nous. C'est plus que le Bloc. Maintenant, c'est à nous de reconstruire. Puis le passé, ben, il faut se fier au jugement de l'histoire. Puis le jugement de l'histoire... Vous êtes encore plein d'espoir pour le jugement de l'histoire? Ah, ça, j'ai aucun doute. J'ai jamais eu aucun doute sur le jugement de l'histoire pour ce qui concerne et M. Mulroney et le Parti conservateur. Maintenant, les jugements qui arrivent les lendemains, ça peut être difficile. Il faut les accepter, il faut comprendre les leçons, puis il faut construire. Et vous ne vous sentez pas obligé de le cacher, là, M. Mulroney? J'ai jamais senti le besoin. Je me rappelle 1984, M. Bureau, quand on est arrivé, nous, en 84, dans les circonstances un peu similaires, tout ce que le gouvernement libéral avait fait avant était mauvais, tout ce qu'on faisait était bon, on battait les records de popularité. Et le cycle a fait son cours. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on ne peut pas espérer gagner par défaut. Ça, il faut être clair là-dessus. Il faut faire ses devoirs, offrir de vraies alternatives. Alors, parlons du cycle qui devra faire son cours au cours des prochaines années, puisque là, vous avez votre traversée du désert, c'est le cas de le dire. Vous n'êtes pas nombreux aux communes. C'est pas déprimant, des fois, ça? Bien, pas quand on fait une réunion de l'aile québécoise en fin de semaine. Il y a plus de 500 personnes, plusieurs centaines de jeunes. Le parti regorge de vitalité à ce moment-ci. Ça fait 1 an environ depuis l'élection générale. Et en plus de ça, n'oubliez pas une chose, on a eu plus de votes que le Bloc, qui représente... On a des partis dans chaque province, on est des partis provinciaux dans 8 provinces sur 10. Vous parliez tantôt des réformistes et dans l'Ouest. Ralph Klein, lui, qui est un des premiers ministres les plus populaires au Canada, qui est un des leaders actuellement en termes de changement dans les gouvernements, contribue à la reconstruction de notre parti. Et lui se déclare fédéraliste, progressiste, conservateur. Mais il reste, M. Charest, la dernière fois que je vous ai vu sur un plateau de télévision, vous étiez le vice-premier ministre. C'est une méchante débarque, hein, quand on se retrouve à deux. Ah, mais c'est la vie. C'est la démocratie aussi. Quand je suis arrivé en politique, je suis arrivé comme député de Sherbrooke. Je vous ferai remarquer qu'à chaque fois que j'étais sur ce plateau, j'ai toujours été député de Sherbrooke. Puis ça, c'est le titre qui compte le plus. Plus que premier ministre?
Ben, on ne devient pas premier ministre, on n'est pas d'abord député de Sherbrooke. Alors, en ce sens-là, oui, parce que si les gens à Sherbrooke ne me font pas confiance d'abord, et je dis pas ça juste pour essayer de flatter, ce que je vous dis à travers ça, c'est que des choses en politique qui sont fondamentales, auxquelles on n'échappe pas, d'autres qui sont plus éphémères. Et dans le cas du pouvoir, puis les titres et autres choses, ben, il y a des cycles là-dedans, puis il faut les respecter, les comprendre. Le retour au pouvoir, pour vous, passe en partie par une étape qui se jouera prochainement au Québec, la bataille référendaire. Est-ce que je me trompe? Parce que ça sera une façon pour vous d'asseoir votre crédibilité au parti. Soyons clairs. Moi, j'ai pas souhaité un référendum pour reconstruire le parti. Je pense que la reconstruction se serait faite de toute façon, sauf que le référendum, ça met en valeur l'importance d'avoir une alternative nationale au gouvernement libéral actuel. Ça met en valeur deux choses qui touchent les conservateurs. Un, notre vision du pays, qui nous est propre, qui nous vient de M. Stanfield, M. Clark, M. Mulroney, Mme Campbell. La deuxième dimension que ça nous permet de mettre en valeur, c'est les 9 ans de pouvoir où on a pratiqué, nous, c'est une vision qui est en faillite. Ça n'a jamais marché, ce renouveau inspiré par les conservateurs. Ça a été des échecs retentissants. Meade, Charlottetown. On a eu nos échecs, ça. Ils sont là pour tout le monde. Meade, Charlottetown. Mais, en plus de ça, on a pratiqué au jour le jour et à travers différentes ententes, des collaborations, une forme de fédéralisme ouvert sur le Québec, un fédéralisme qui a toujours reconnu l'autonomie des provinces et la valeur des régions. Ça, c'est l'héritage qu'on reçoit, là, pas juste de M. Mulroney, mais des autres. M. Clark, par exemple. Il reste que dans la bataille référendaire, vous devrez être sur la même scène éventuellement que Jean Chrétien, qui pour l'instant laisse bien entendre que pour lui, c'est le statu quo. Est-ce que vous serez obligé d'avaliser ça? Puisque vous livrerez la même bataille? Nous, il est très clair pour nous que le choix n'est pas entre le statu quo de Jean Chrétien et l'indépendance coûte que coûte de M. Parizeau. Il y a un horizon qui s'ouvre devant nous et qui nous permet d'envisager des changements durables et qui ne bonifie pas aucunement le statu quo. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Mais ça va être difficile que d'être sur la même scène, d'être dans le camp du non et d'avoir un discours différent. Comment vous allez gérer ça? Ce qui me préoccupe, ça ne me préoccupe pas de savoir quand et où je me trouverai sur quelle scène. Est-ce que vous en parlez avec M. Chrétien? On n'est pas rendu là encore. On traversera ces ponts-là quand on y arrivera. À ce moment-ci, ce que nous faisons, c'est préparer la contribution des progressistes conservateurs dans le débat. Et en ce sens-là, je le mentionnais il y a 2 secondes, nous, on a une histoire, on a une vision du fédéralisme qui nous est propre, qui nous appartient et que les Québécois et Québécoises reçoivent d'ailleurs très bien. Et ça, c'est un point de départ très important. Mais est-ce que vous demandez, quand je vous écoute, là, aux Québécois de refaire le pari du beau risque? Ce qu'on leur demande, c'est de revenir, je pense, aux notions de base de notre fédéralisme. C'est pour ça que j'ai parlé de souveraineté partagée. Dans notre pays, quand le pays a été vous avez parlé créé, aussi de souveraineté association. Oui, pour dire dans le contexte... Mais ça, chez les anglophones, vous en parlez moins. Là. Vous parlez de souveraineté partagée. Écoutez, je vais être très clair avec vous. Je tiens le même discours partout au pays. Alors, partagée ou associative, la souveraineté? C'est les souverainetés partagées. Dans le discours, d'ailleurs, qui est sur texte, c'est sur papier ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est au Canada, c'est important de reconnaître qu'au moment où on a fondé le pays, on a choisi un système fédéral de gouvernement parce qu'on ne voulait pas aplanir nos différences. On voulait partager les souverainetés, les responsabilités. Pour que ça marche à l'avenir, il faut revenir à ces éléments-là, ces notions de base. Il faut reconnaître que le gouvernement fédéral n'a trop entrepris. Il faut qu'il désengage. Oui, désengage dans certains domaines. Et pour donner une expression moderne à cette souveraineté partagée-là, il faut aussi reconnaître que dans un pays comme le Canada et avec les autres pays, il faut se fixer des objectifs communs. C'est ça, dans le fond. Monsieur Charest, en 5 secondes, ça c'est une toffe. Là. Quand vous avez parlé de souveraineté association, c'était pas un peu racoleur, ça? Non, ça ne l'était pas. Puis le contexte que j'ai dit, puis ça a déjà été dit autrefois par plusieurs autres personnes, c'est que la vraie souveraineté association, dans le cadre du Canada, ça passe par le partage des souverainetés. Jean Charest, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la maison, je vous invite à ne pas bouger, puisque dans quelques instants, nos commentateurs habituels seront avec nous. Et le menu politique a été lourd cette semaine. Soyez donc au rendez-vous dans quelques instants. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. La détente dans les rapports entre Israël et certains pays du Moyen-Orient, les pays voisins, permet dorénavant aux Israéliens d'y voyager.
Par exemple, 85 touristes israéliens ont pu franchir la frontière de leur pays avec la Jordanie pour y séjourner. Aucun incident n'a marqué leur passage au poste frontière. Les formalités ont été remplies rapidement et sans problème. On suggère quand même aux touristes de ne pas parler en hébreu trop fort et de ne pas porter de chandail arborant des symboles hébraïques pour ne pas déplaire aux islamistes jordaniens. Mais c'est quand même quelque chose. C'est la première fois que des Israéliens ont la permission de se rendre en Jordanie. Ils peuvent le faire grâce à la signature du traité de paix conclu entre les deux pays le 26 octobre dernier dans le cadre du processus de paix dans la région. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM. L'an passé, nous avons versé tout près de 1 milliard de dollars en salaire à nos propres employés. Nos fournisseurs et leurs employés ont gagné plus de 5 milliards de dollars. Et nous avons exporté pour plus de 9 milliards de dollars de produits fabriqués ici. Pour vous, ce ne sont que les pièces de votre nouvelle voiture. Mais pour plus de 100 000 personnes, elles représentent une importante source de revenus. Chez Chrysler, nous faisons rouler bien plus que des voitures. Nous faisons rouler l'économie. Mettez l'hiver à la porte avec Draft Stop, le coup de froid efficace et facile à poser. Et dans quelques mois, faites entrer le printemps en 2 temps, 3 mouvements. Draft Stop coupe le froid, stop l'hiver. Disponible chez les membres du groupe Rona et Canadian Tire. Le goût du vrai bonheur toujours au but du lutte, au but du lutte. Au but du lutte vous propose son festival d'automne 94. Choisissez un plat parmi notre menu spécial d'automne. Des grillades, poulet, fruits de mer. Et obtenez un second plat pour 94 sous. Et oui, un second plat pour 94 sous. Et amenez les enfants, c'est gratuit pour eux. Le vrai, le bon, c'est notre passion. Au but du lutte, au but du lutte. La chasse est ouverte, oui, la chasse aux Auvergne est ouverte au marché aux puces Saint-Eustache. Et le gros gibier ne manque pas. Le plus grand marché aux puces d'avant-garde au Québec prend de l'expansion et vous offre une jungle de bas prix. Près de 2000 marchands intérieurs et extérieurs et 5000 espaces de stationnement vous attendent. Au marché aux puces du Cinéparc, on trouve de tout à de tout petits prix. Et attention, le marché aux puces Saint-Eustache est souvent imité mais jamais égalé. La chasse est ouverte tous les vendredis, samedis, dimanches. Sortie 14 de l'autoroute 640 Ouest. Voici la voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $. Avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues, son habitacle avancé, sa boîte manuelle à 5 rapports et plus encore. On peut dire que la Néon a des arguments de poids. Pour se faire désirer, faites vite, car elle part rapidement. La Néon 95, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Avec nous pour faire le bilan de l'actualité politique de la semaine, un bilan riche tout d'abord dans nos studios de Québec, Paul Larocque, courriériste parlementaire pour le réseau TVA. Bonsoir Paul. Bonsoir. Puis en studio à Montréal, Daniel Latouche, professeur de sciences politiques et chroniqueur pour Le Devoir. Finalement, un autre courriériste parlementaire, mais cette fois-ci à Ottawa, Michel Séauger du Journal de Montréal. À vous trois, messieurs, bonsoir. On peut peut-être revenir rapidement sur Jean Charest. Est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression qu'il se désengage un peu de la bataille référendaire, qu'il est moins volontaire, n'est-ce pas, pour livrer la bataille contre les péquistes? Ce ne serait pas agréable pour lui, le référendum. Ou bien il va sur la même tribune que Jean Chrétien, et là, il devient le second violon de Jean Chrétien, si c'est pas agréable. Ou encore, il n'y va pas, puis à ce moment-là, dans le reste du Canada, dans sa tête, il est le successeur de Johnny MacDonald, il est le chef d'un parti national, on va dire, ben, t'étais pas avec le Prime Minister, et ça, c'est pas acceptable. Et il fallait évidemment serrer les coudes à ce moment-là. Et d'ailleurs, votre commentateur a bien mentionné le squelette dans le garde-robe de M. Charest, c'est son rôle dans la mort de l'accord du Lac-Meech qui nous amène au avec problème actuel. Charest. Et donc, on a senti là qu'il était devenu subitement très réticent à devenir
dire le Jean Chrétien de Jean Chrétien. Vous avez entendu quelque chose, vous, Paul, qui a retenu votre attention? Écoutez, que Jean Charest soit pas l'ami des souverainistes québécois, ça va de soi, mais il en demeure pas moins qu'il demeure l'interlocuteur fédéraliste qui a la plus haute cote au Québec. C'est évident que le meilleur des scénarios pour Jean Charest, c'est que la course référendaire soit serrée, tellement serrée que lui puisse faire une différence en bout de course. Bon, on verra s'il peut faire une différence. Chose certaine, Richard Lehir, cette semaine, lui, n'a pas fait la différence pour les forces péquistes. Il y a Alain Dubuc qui parlait d'un imbécile heureux. C'était peut-être un peu méchant, hein? Mais vous, en langage de baseball, vous parleriez sans doute d'une strike, Michel, d'une prise. Oui, ben, monsieur Lehir a eu plusieurs prises contre lui pendant la campagne électorale. Il a été nommé ministre quand même. Là, comme ministre, c'est sa première prise. Vous savez, ce qui est amusant, c'est que c'est pas les études dont M. Parizeau va parler pendant la campagne électorale. Parizeau parlait d'études qui vont prouver que les chevauchements coûtent 3 milliards par année. Là, c'est 3 milliards par année que le fédéral devrait dépenser de plus au Québec. C'est 3 milliards pareil, mais c'est pas les mêmes études. Daniel? Le Parti québécois aimerait bien que